cette nouvelle édition du podcast Motomag, mon invité du jour pratique le grand écart. Il travaille pour une grande marque, c'est le boss d'une grande marque de moto électrique, mais c'est aussi un des spécialistes mondiaux réputés et reconnus d'une marque italienne célèbre qui est Moto Guzzi. Certains diraient qu'il est schizophrène, moi je pense plutôt que ça montre l'étendue de son talent et de sa passion. Coco, dis Coco, pourquoi tu fais de la moto? Podcast Motomag, le Coco du jour, c'est François Bestel. François, tu es officiellement directeur de Zero Motorcycle France. Je m'occupe d'une marque, de la grande marque de moto électrique. Tu t'occupes de la grande marque de moto électrique en France. Merci d'être sur le canapé, non pas de Michel Drucker, mais de Moto Magazine. Et tu veux nous raconter en fait ta passion, qui est une passion qui prend des formes multiples, mais c'est ce qui illustre justement tout ce qui fait la magie de la moto, c'est-à-dire entre la moto électrique et puis le bon bicylindre un peu traditionnel, même si Guzzi n'a pas fait que les bicylindres qu'on leur connaît aujourd'hui est loin de là. Tu vas nous parler de tout ça. Qu'est-ce qui fait que le jeune François Bestel, dans son Beaujolais natal, voit passer un jour un 2 roues à moteur et se dit tiens c'est cool, ça va un petit peu orchestrer une partie de ma vie. T'as pas toujours bossé dans la moto, mais quand même tu m'as dit que la voiture t'en as quand même eu très peu et t'as finalement assez peu roulé en voiture. T'es quand même plutôt tout le temps à moto. Pour moi la voiture c'est un utilitaire, donc oui j'en ai acheté 4 dans ma vie. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose où j'ai pas beaucoup de kilomètres de manière personnelle dans un véhicule à 4 roues, ça c'est sûr. C'est pas ton truc? Non, pour moi c'est un utilitaire pour aller d'un point A à un point B en ayant chaud et à plusieurs, même si j'ai un sidecar et qu'on peut être plusieurs en sidecar, mais non, l'aventure a commencé, j'avais 15 ans, mon père a récupéré une mobilette, une 103 MVL orange DDE, qui m'a remonté et j'ai commencé là-dessus avec tous les potes du quartier dans ma Bourgogne natale. Pour pouvoir se déplacer, parce que bon, le bus c'était bien, mais la main toutes les heures c'était pas terrible. Le vélo c'était bien aussi, mais on n'allait pas très loin. Donc voilà, la 103 a commencé. On était toute une bande de copains à se balader plus loin que le bout de la rue, et c'était vraiment très très bien. Donc ensuite, je me suis intéressé dès 16 ans à la moto. J'ai travaillé l'été pour accumuler de l'argent pour pouvoir me payer et le permis moto et la moto. Donc la moto, à 18 ans, mon père m'a payé le permis voiture, ce qui m'a continué de travailler l'été. Un été, où là, j'ai pu enfin me payer donc la moto, pas de mes rêves, mais une moto... Alors avant d'aborder la moto de tes rêves, avec la mobilette, tu découvres quoi? La fraternité, la liberté, le vent dans la tronche, les premiers frissons de vitesse, même si tu m'as dit... Tes premières gamelles, même si tu m'as dit, je suis déjà né grand. Donc en fait, ton gabarit de l'époque sur une 103, fallait un petit peu mettre le pot de détente et la travailler, quoi. J'avais un pot de détente, mais tous mes copains roulaient beaucoup plus vite que moi parce que j'étais plus lourd. Sauf en descente, du coup. Sauf en descente, mais j'étais toujours plus lourd et plus de prise au vent qu'eux. D'accord. Donc malheureusement, j'étais toujours bon dernier à mobilette. Mais ça n'empêchait pas de la fraternité et d'aller faire des conneries, et notamment de rouler sur un lac gelé. T'as fait ça en Bourgogne l'hiver? En banlieue de Chalon-sur-Saône, à côté de Champforgeux, il y a un étang ou un lac, je sais plus ce que c'est, et on a roulé là-dessus l'hiver, c'était assez rigolo. C'était cool. Ça craquait un peu, mais c'était... D'accord. Ça se faisait, quoi. D'accord. Et là, fasciné par le 2 temps, tu te dis, tiens, j'achèterais bien une 350 RDLC, et quand tu te montes dessus, tu te rends compte qu'elle a le format de ta mobilette. En fait, le permis en poche, je me dis, tiens, je vais quand même essayer la moto de mes rêves, et le jour où je monte dessus, je me rends compte que c'est vraiment à peine plus gros que la 103, et c'est vraiment très très frêle. Et pourquoi la moto de tes rêves? Le côté 2 temps, les perfs, le bruit, le quoi? J'en sais rien. C'était peut-être le marketing de l'époque, ou les lectures de la presse moto de l'époque, mais en tout cas, je suis arrivé à ça, et donc je me suis ravisé, parce que la première que j'ai essayé, en fait, j'ai même pas essayé, j'étais beaucoup trop grand, et j'étais plié en 4, et je me suis dit vraiment 2 mètres là-dessus, c'est pas possible, quoi. Donc tu as porté ton choix sur moto plus volumineuse. J'ai repris l'époque des petites annonces gratuites là, et j'ai appelé quelqu'un dans le coin qui vendait une 750, et je suis allé acheter une 750 Yamaha XS, entre guillemets un peu par hasard, et voilà. Oui, parce qu'à l'époque, dans les journaux gratuits, t'avais genre 12 annonces, et tu prenais celle qui était à ton prix et près de chez toi. C'est exactement ça. Et t'avais le choix entre 2 motos, en fait. Bon, en gros, c'était à peu près ça. En fait, et tu te retrouves sur une 750 XS, 3 cylindres. 3 cylindres, 4 temps, 2 embarquements en tête, modèle US Custom. Donc par rapport à la normale, c'est il y a un démarreur électrique et un kick sur la standard. Là, Yamaha avait enlevé le kick. Sur le modèle américain. Sur le modèle US Custom, dit américain. C'est pas du tout une passion du custom, c'est juste que voilà, c'était un peu une moto à ma taille aussi, parce que voilà, même à l'époque, les motos étaient beaucoup moins grosses qu'aujourd'hui. Donc je me sentais pas trop mal là-dessus, c'était à peu près à ma taille, voilà, et donc j'achète ça et je commence à faire des kilomètres et des kilomètres, je traverse la France. Premier voyage à Oléron, où je prends une carte Michelin, je me dis il faut que j'aille là-bas,
Et dans la journée, j'étais à Oléron. Et là, tu découvres le plaisir de tailler la route, qui est un plaisir qui ne crache jamais, même aujourd'hui, avec des zéros. Mais y compris par moins 5 ou moins 10 degrés, j'adore ça. Et pourtant, à l'époque, on n'avait pas de Gore-Tex, on n'avait même pas la polaire, on n'avait rien. Le coupe-vent, c'était les journaux, les magazines sur le torse et 3 écharpes en laine. Et puis voilà, et puis il fallait rouler, des camarguaises, blouson en jean, parce qu'à ma taille, il n'y avait pas de blouson en cuir, en France en tout cas à l'époque. Et puis voilà, j'étais étudiant, donc c'était mon véhicule pour tout faire. Ouais. Et t'as aimé cette Yamaha ? Moi j'ai un souvenir plutôt sympa, j'ai pu l'essayer, alors j'en ai essayé une qui était restaurée, donc elle roulait bien, mais le 3 cylindres il avait un vrai caractère. Le moteur était sympa, alors une fois de plus c'était après la moto-école où j'avais un bicylindre 650 Suzuki GS quelque chose, avec les vitesses affichées au tableau de bord, et donc la chose c'était qu'effectivement on trouvait que moi je trouvais que cette Yamaha avait une sorte de caractère, en tout cas il fallait être content de ce que j'ai acheté, forcément j'ai trimé tout l'été ou deux étés de suite pour me payer ça. Comme toute personne qui trime pour s'acheter un truc, tu trouves tous les arguments pour être content de ton achat. Tu fais avec et t'es content. Je fais avec, ça freine pas, ça tient toute la route, voilà, c'est du chewing-gum en termes de châssis, enfin voilà, c'est vraiment approximatif avec les pneus de l'époque aussi, tout ça, mais bon non, j'étais content, c'était vraiment sympa, c'était un peu différent de ce qu'avait tout le monde, voilà, mes potes roulaient, s'achetaient un 750 FZ, des vieux GSX, des trucs comme ça, enfin fallait du multicylindre, etc. Bon, moi j'en avais que 3. Oui, c'était une belle ça allait bien déjà. Ouais, d'accord. Et à un moment le moteur casse. Et à un moment, je sens que le moteur commence à faire des siennes, donc en fait, j'ai entendu parler d'un petit mécano en banlieue de Châlons, je vais chez lui, je lui amène la moto, il reste quelques temps, avec un copain qui avait aussi une moto, je fais une chose que j'ai rarement fait, je suis monté derrière lui pour aller récupérer ma moto. Et en fait, il me dit, ça va très bien, non, j'ai déculassé, ça va bien, tu me dois 750 francs, le prix de la cylindrée. Et en fait, je fais 10 bornes en partant de chez lui, le moteur serre, et en fait, j'ai poussé la moto pendant au moins 7 ou 8 km pour rentrer chez moi, et là, je me suis juré les grands dieux. Déjà, il n'y avait pas de smartphone ni rien pour appeler les parents ou tout ça, puis j'étais trop fier pour appeler mon père pour qu'il me le cherchait. Et en fait, la chose, c'est je me suis juré les grands dieux que j'allais apprendre la technique pour pouvoir me dépanner moi-même. Et pouvoir pressentir si quelque chose allait mal, entretenir mon véhicule. Parce que tu n'as pas eu de formation mécanique particulière. Non, mon père m'a appris le bricolage de manière générale, mais sans plus. Je n'ai pas du tout de formation technique, en tout cas, j'ai jamais eu de formation technique. Donc là, la moto est serrée, qu'est-ce que je fais ? Et coup de bol, quelques jours après, un motard que j'avais rencontré qui avait exactement le même modèle que moi, devait être les deux dans tout le département, vient me voir en me disant, tiens, je te la vends, je pars bosser à l'étranger, j'ai besoin d'argent, je te la vends à vil prix, donc il me l'a vendu vraiment pas cher. Et je me suis retrouvé avec 2 fois la même moto. Pour en faire une. Parce que lui, les pots d'échappement étaient un peu rouillés, machin, etc. Donc j'ai fait 2 motos, j'en ai fait une. Et du coup, t'as bricolé toi-même ? T'as mis le moteur de l'une dans l'autre ou Non. Là, l'autre était moins de kilomètres. En fait, si tu veux, pourquoi ma XS a serré, c'est parce qu'elle avait trop de kilomètres. C'est pas énorme, 50 000 pour une XS à l'époque. À l'époque, trouve-moi des motos asiatiques des années 80 qui tapaient les 100 000, il n'y en a pas tant que ça. C'était quand même une Goldwing, non ? Un peu de chewing-gum. Ouais, peut-être. Oui, mais là, c'était autre chose. Déjà, c'est plus une voiture. Je veux dire, c'est... Non, mais je veux dire... Je vois, j'entends. Ouais, non, mais en fait, t'as raison. C'est-à-dire Honda a dit que c'était la technologie automobile dans avec la des morceaux de GL qui est sortie en mars 76. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient faire de tels kilométrages. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait une notion quand même de technologie de voiture dans cette première série, en tout cas. Première version. Et ensuite, je roule avec celle-ci, je fais des études, je suis à Paris notamment. Et puis dans le cursus de mes études, j'ai 6 mois à faire à San Francisco. Donc je pars là-bas, bien évidemment, sans moto, sans casque, sans rien. Parce que j'ai pas l'idée d'acheter une moto là-bas, je m'imagine que tout est cher et tout est hors de prix. Et en fait, j'arrive là-bas et je croise quelqu'un, un Français, qui me vend sa moto, qui est comme moi était étudiant, il s'en va, il me vend sa moto pas très cher. Et j'achète un 700, alors en France on appelle ça un VFC, 83, la toute première année qui avait un phare rond. Après, la deuxième année, ils ont un phare rectangulaire. Donc c'est un V4 de phare 80 et quelques chevaux. Oui. Alors eux, ils ont des 700, alors nous, on avait les 750. C'est à cause de quoi, ça ? La fameuse taxe dite Harley, où Reagan a mis en place, je ne sais plus combien de dizaines ou de centaines de pourcents, pour permettre à Harley de se moderniser. En fait, ils ont taxé tous les customs. Donc, que ce soit... production asiatique ou européenne, les California Guzzi, tout ça était surtaxé. Donc tu as un no man's land
non-vente de ces motos-là pendant pas mal d'années. Je crois que c'est 83, 90, un truc comme ça. Pour protéger Harley. Pour protéger Harley. En gros, dès que c'était chromé, ils protégeaient Harley. Donc c'est pour ça que t'as pas de 750 Phaser, t'as des 700. Oui. Même la Phaser était considérée dans ça. 700 Shadow, 706, 700 ça. Enfin, ça change pas grand-chose. Mais mais enfin, non, ça oblige les Japonais à faire un moteur un peu différent. Et voilà. Voilà, et donc ça prouvait la puissance déjà de l'industrie japonaise à s'adapter rapidement à une contrainte, contrairement aux Européens, BM, tout ça, qui envoyaient plus rien là-bas. Enfin, c'était catégorisé dans le custom. Donc, donc j'arrive là-bas, j'achète cette VFC, j'ai 6 mois à faire, et pendant 6 mois je m'éclate parce que c'est San Francisco, il n'y a pas la loi des casques. Donc ça c'est assez rigolo les premiers jours, puis d'un coup tu te rends compte qu'il te manque quand même quelque chose, enfin tu deviens plutôt serein. Donc tu vas acheter un casque, des grands, puis après il te faut un blouson. Donc comme par hasard là-bas il y a ma taille, on a un blouson en cuir, donc je trouve un blouson en cuir. Tu te racontes, tu l'as acheté ou faut qu'on le lise nous-mêmes? Non, ça je vous laisserai faire. Mais San Francisco, c'est une ville au monde où il y a la plus grande communauté très connue, je dirais. Et en fait, il y a des magasins spécialisés dans le cuir. Et c'est là que tu l'as trouvé. Et là, dans les magasins pour hommes virils, je trouve avec un mec dans une cage à l'entrée qui s'évanouit en te voyant rentrer dans le magasin. Ah, c'est des particularités locales. Non, mais attends, c'est intéressant, c'est qu'en fait, tu vivras plusieurs années aux États-Unis et t'es quand même, en tant que Frenchie qui vient du Beaujolais, qui a commencé avec une 103, t'es quand même le témoin d'une culture qui est complètement différente, avec des moments intéressants. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Oui, tu viens de la province, sans rien de péjoratif, et province que j'aime et que j'adore. Enfin, comme la plupart des Français, moi, j'ai même de la province, les Ardennes. Nous, on a les mêmes origines. Donc, le truc, c'est que tu te retrouves dans une ville où, effectivement, t'as des pourcentages par couleur de peau, ce qui n'existe pas en France, qui est interdit. Donc, des gens te donnent ces chiffres-là. Enfin, tu le constates de toute manière. C'est la ville où il y a le plus d'Asiatiques aux US, je crois. Et puis, tu as une communauté homo, effectivement, qui est énorme. Tu es en plein dans les années SIDA, tu es dans la suite des années SIDA, etc. Enfin, tu as vraiment une effervescence culturelle énorme. C'est la ville au monde où il y a le plus de galeries d'art par habitant. Enfin, tu vois, t'as plein... T'es pas à Chalon-sur-Saône, quoi. T'es pas à Chalon-sur-Saône, et t'as plein de choses comme ça qui te sautent à la figure, tout en étant... Ils acceptent tout le monde, tout va bien, tout vit en et en tant que Frenchie, en Honda, là-bas, tu fais des potes, motards... En fait, j'étais à l'école avec des Français, donc c'est principalement des potes français que j'avais à l'époque, où on partait faire des virées... tout autour de la baie, il y a des routes magnifiques, mais vraiment magnifiques. Et on fait des grandes virées, on va, je sais pas, voir là où ils ont tourné les oiseaux d'Hitchcock, etc. Ou un peu plus loin, jusqu'à la vallée de la mort et tout ça. Sentiment de liberté, de grands espaces par rapport à la France, ou toi, parce que les routes sont plus larges, l'essence coûte strictement rien, l'assurance non plus, ta moto non plus ne coûte strictement rien. Enfin voilà, t'as vraiment un sentiment de liberté. Ça paraît tout bête à dire aujourd'hui, mais c'est vrai que t'as vraiment un vrai sentiment de liberté. Et tu vois, je parlais de la loi sans casque. Alors effectivement, moi j'en achetais un parce que pratiquant la moto ici, ça me paraissait juste évident. Mais tu croises un pote dans un bar et tu te dis bah tiens, on part ce soir. On va chez toi ou je sais pas quoi, t'as pas besoin de te dire faut que je trouve un casque pour l'emmener. Il monte derrière, tu passes ton casque ou pas, et voilà. Donc t'as aussi cette liberté-là. Petite parenthèse aussi, l'année où ils ont passé la législation, je crois qu'il y a eu 85% de morts en moins du jour au lendemain. Donc c'est utile quand même. Donc aujourd'hui il y a encore plein d'États américains où t'as pas besoin de porter de casque, mais c'est quand même, voilà, faut pas déconner avec ça. C'est clair. Avec les gants aussi. Les gants, ça c'est vraiment, c'est indispensable. J'ai toujours avec des gants, ça tombe sous le sens, des bottes pareil, etc. Donc ensuite, ben voilà, tu as cette liberté, tu croises des choses improbables. C'est vraiment rigolo, quoi. Et là-bas, tu vas faire rentrer dans ton... Oui, c'est là où tu es allé à l'église. Vas-y, raconte ça, c'est rigolo. Ça montre la culture américaine, en fait. Un matin, je suis avec un copain motard français et on se dit, mais il faut quand même qu'on voit une messe de gospel parce que à l'époque, j'étais dans le cadre des études, j'étais là-bas que 6 mois. Donc c'était sur la fin de la période des 6 mois et on s'est dit, il faut quand même qu'on aille voir une messe de gospel. Donc on se renseigne et en plein centre-ville de San Francisco, il y a une petite église qui fait un angle, gospel du dimanche matin. Donc on se pointe à moto, donc t'as plein de Cadillac rutinantes dehors, des costumes en tergal, les colpes à tarte, les machins, enfin la famille de Guy des bons tuyaux, voilà. Mais vraiment, mais adorables, des gens super adorables, serviables, machin, ils t'accueillent, enfin vraiment c'était vraiment top. Donc on monte dans le poulailler tout là-haut, on est mis tout au fond parce qu'on n'est pas des habitués, forcément, chacun a un peu sa place dans cette communauté, je dirais. Et puis bah tu te lèves, tu suis le rythme, tu t'assois, t'essayes de comprendre ce qu'il raconte parce que ça fait pas longtemps que je suis là non plus et j'ai pas
l'oreille complète pour comprendre tout ce qu'il peut raconter, donc tu suis le rythme, et arrive à la fin, tu sens que c'est la fin, et le pasteur, avec le micro, te dit, aujourd'hui, pour la dernière chanson, on a un invité un peu spécial, Bono. Et là, t'as 2 mecs qui se lèvent et qui applaudissent à tout rompre, et tout le reste de la salle qui fait comme ça, genre ils savent pas qui c'est. Ouais. Et ça, c'est un moment de vie énorme parce que voilà. Et est-ce que Bono chante bien? Oui, enfin, je suis pas musicien, mais en live, c'était assez rigolo. Ouais. Mais j'ai d'autres anecdotes comme ça. Parce qu'on en parle après, mais je suis reparti vivre aux USA. Une fois que j'y ai vécu, un jour, je pars me balader dans le Nord. Je redescends dans San Francisco où il y a Mill Valley, où il y a des studios très connus de cinéma et d'animation. Et à un moment, je suis derrière une voiture, je vois une énorme Mercedes blanche. Déjà, Mercedes, c'était pas très courant à l'époque, les très récentes. Ouais. Blanche encore moins. Je sais plus si c'était une série 5, série 7, enfin, c'est pas mon truc. Et je vois la plaque où tu pouvais acheter des plaques. Oui, des plaques perso. Jedi. D'accord. Ah, je me dis, lui, vraiment, il se la joue, quoi. J'étais avec ma Guzzi, je le dépasse, et je regarde Lucas au volant. Voilà. Avec madame à côté. Madame à côté. Je me suis dit, lui, il a le droit. Oui, il a le droit d'avoir une Mercedes marquée. Alors, t'étais en Guzzi, rebobinons un petit peu le film, à un moment dans cette histoire-là. On était un peu vite. Le nom Moto Guzzi commence à rentrer dans le cerveau du jeune François Bestel. En fait, je suis aux USA avec quelqu'un un Français qui roule Guzzi en France, mais qui a acheté là-bas, comme nous, des motos dispo, je dirais, à l'époque là-bas. Pas cher. Et puis, il commence à nous dire, moi, j'ai un Le Mans 3, j'ai un Le Mans 3, Donc, à force de l'entendre dire ça et de se moquer de lui, t'as plus d'arguments, parce qu'en fait, t'as jamais roulé sur une Guzzi, enfin moi en tout cas. Et il te dit, voilà, c'est facile en mécanique, c'est logique, c'est pas cher, ça dure super longtemps, et c'est vraiment très efficace. Enfin voilà, il y a peut-être 2-3 défauts, des fils électriques à doubler, etc. Mais une fois que t'as fait ça, tu fais 200-300 000 sans problème. Ouais. Donc je l'écoute, je finis mes 6 mois aux US, je rentre en France, je suis toujours étudiant. Là, je vends mes 2 750 XS d'un seul coup. Ouais. Et dans les petites annonces, coup de bol, dans les fameux 10-15 annonces par semaine, je trouve un 1000 Le Mans. Je vais l'essayer, ça me convient, j'achète le 1000 Le Mans. Et pourquoi le mec vendait son 1000 Le Mans? Parce qu'il s'était fait choper à 2,27 chrono et qu'il fallait qu'il paye le PV. L'info, c'est que 1000 Le Mans, ça prend 227. 1000 Le Mans avec les bien sans être tapé, bien réglé, oui, ça prend couché, ça prend de 30. Ouais. D'accord. Je voyais pas ça aussi rapide que ça, quand même. Et surtout, ça roule tout droit. Ouais. Au lieu de faire comme la plupart des motos de l'époque. Parce que là, si je me trompe pas, on est deuxième partie des années 91. T'es jeune, tu l'es toujours, mais t'es jeune. La mode, c'est d'avoir une GSX-R, une FZR. Ah oui, j'étais une anecdote, tu vois ce que je veux dire. On me jetait des pierres, quoi. Et voilà, toi, t'as un 1000 Le Mans, ça me fait penser à quelqu'un d'ici, genre Axel Mellerin, quoi. C'est-à-dire que ses potes avaient des GSX-R, lui, il avait des trucs italiens, quoi. Oui, c'est ça. Tous mes potes avaient soit des GSX, soit des FZ, soit des FZR, soit des GEX. Et tu roulais avec eux? Et je roulais avec eux. Une fois qu'ils n'avaient plus de cailloux à te jeter. Et je roulais avec eux. Ouais. Et en fait, alors effectivement, dès que c'était droit, j'étais largué, mais dès que ça tournait, je les suivais, ou ils n'arrivaient pas à me suivre. Pourtant, je suis pas du tout un pilote. Et en fait, tu te rends compte que leur truc à 200 sur autoroute, eux, ils tiennent toute la route et toi, tu roules droit, quoi. Enfin, la différence, elle est marquée à ce point-là. Oui, c'est vraiment, faut remettre le contexte des suspensions et des pneus de l'époque, où à l'époque, on te disait, sur un FZR, tu mets des bridges parce que les Michelin, ça tient mieux que les bridges. Ça roule, ça louvoie moins. D'accord. Moi, je le vois pas, qu'est-ce que tu me racontes? D'accord. Donc tu découvres à 200, je laisse le guidon, c'est tu découvres un univers particulier, des sensations mécaniques particulières, des motos avec un ADN. Tu découvres que tu consommes beaucoup moins que tes copains. Ouais. Tu découvres que tu as 24 litres de réservoir et que tu fais 400 bandes sans poser le pied. Ouais. Tu découvres que ça te coûte, dès que tu as 2-3 adresses en Italie, mais ça arrivera plus tard, ça te coûte strictement rien en entretien. Ouais. Que tu arrives pour pas très cher à faire 30 000 bandes par an. D'accord. Et que ce soit en assurance, en consommation, en consommable tout court et en entretien, une fois que tu démontes les moteurs et que tu commences à entretenir tous les 100 000. Ouais. Et en fait, tu as un sacré agrément, t'as une vraie moto de caractère, tu as du couple, et c'est vraiment sympa, quoi. Donc en fait, à même pas 25 ans, tu rentres dans l'univers Moto Guzzi, et cet univers-là... non, j'ai 21 ans. 21 ans, cet univers-là, tu le quitteras jamais. T'es toujours dedans, d'ailleurs. J'en ai plein, et je suis toujours dedans. Ouais. J'ai jamais vendu une Guzzi sur laquelle j'ai roulé. D'accord. Donc t'en as combien aujourd'hui? 11. 11 Moto Guzzi. Y compris certaines que t'as fait ramener des States, en fait. Celles, donc dans la chronologie, on en était à j'achète un Le Mans en France. Ouais. Je finis mes études en France, j'achète un Le Mans. Et là, je travaille et je me fais de l'argent pour retourner vivre aux USA. Donc, parce que quoi? Parce que le pays te plaisait? Parce que je me suis dit que j'avais pas fini d'explorer, ça m'avait interpellé. Ouais. J'avais pas l'armée à faire. Et donc, en fait, je suis parti vivre de manière... avec un visa touriste 6 mois, je suis resté des années. Voilà, donc, avec un visa touriste 6 mois? Ouais. Ouais, c'est possible.
C'est possible quand tu sais comment faire. Quand tu sais comment faire, d'accord. Disons qu'il ne faut pas trop sortir longtemps. À l'époque, il ne fallait pas sortir tous les 6 mois du territoire, c'était surtout ça. Ouais, d'accord. Donc en fait, une fois que tu y es, si tu n'es pas contrôlé, ça fonctionne, quoi. Oui, tant que tu as un type européen qui va bien. Mais c'est surtout qu'en fait, la grande différence avec ici, c'est que quand tu fais rien d'illégal, le flic n'a pas le droit de ne serait-ce que de contrôler ton identité. D'accord. Tant que tu roules pas en pneu lisse ou je sais pas quoi, ou tu fais pas un stop, etc., le flic n'a vraiment pas du tout le droit de t'arrêter. C'est le contrôle d'identité tout court. Ouais. Le contrôle de papier n'existe pas. N'existe pas là-bas. Un principe comme ça. Voilà. Donc il faut que tu fasses quelque chose, que tu titres dans la rue, que tu une bouteille d'alcool qui ne soit pas dans un sac en papier, les trucs qu'on voit dans les films. Donc t'as une vraie notion de liberté. Je dis pas que c'est mieux. La preuve, aujourd'hui je vis ici, mais t'as vraiment ce sentiment, t'as une vingtaine d'années de liberté, puis surtout t'as plus de 21 ans, donc tu peux rentrer dans les bars, machin, etc. Ça c'est bien aussi. Donc là il se passe deux choses. Tu retrouves une moto Guzzi pour rouler avec à San Francisco. Je gratte et je trouve facilement pour $50 une Guzzi. $50. Qui est un rat bike total, qui devait avoir à l'époque, je sais pas, 130-150 000 bornes, qui est noire et rouille. Et elle est ratonnée ou elle roule proprement? Ah non, il a fallu que je bosse. J'ai refait le moteur dans ma cuisine, mais le restaurant en bas de chez moi se souvient du mètre carré d'huile que j'ai laissé par terre sur le trottoir. D'accord. Mais non, il fallait. Elle était très mal entretenue pendant 150 000. Guzzi, c'est vraiment super fiable. Attention, je parle de la génération que je connais, c'est-à-dire, on va dire 67, 2000. Ouais. Là où vraiment c'est ce que j'ai moi. C'est ce que tu connais, toi. Voilà. Surtout ces années-là. Et en fait, c'est très fiable tant que tu ne souhaites plus que tu finis. En gros, tu l'as fini ta moto ou tu la fiabilises un petit peu. Genre, tu doubles la basse, tout bête, tu doubles une basse quelque part, un tableau de bord et c'est bon, t'as plus jamais d'emmerde avec. C'est tout bête, hein, mais voilà, c'est un peu un défaut d'exécution finale sur un ingénieur. Et par contre, le côté mécanique est vraiment supra fiable, quoi. Nous, une boîte de vitesse Guzzi, ça fait 300 000 sans problème. D'accord. Je parle pas de faire du circuit évidemment, mais sur route. Alors que BM à l'époque, c'était à 200 000, tu sais que la boîte fallait la changer. D'accord. Donc donc en fait, voilà l'histoire du rat bike que j'ai acheté, je l'ai refait, je l'ai retapé, j'ai fait rouler des tonnes de kilomètres avec. Aux US, un jour, je croise un mec qui dit tiens, j'ai une Guzzi sur un parking, parce que forcément c'est hyper rare là-bas. Il me dit tiens, j'en ai une à te vendre, mais si tu veux, donc pour $250, j'ai acheté un 1000 convert. Oui. Ah, la boîte automatique à 2 rapports. Alors, c'est pas tout à fait une boîte automatique. C'est une boîte à convertisseur? Non, c'est quoi? En fait, pour imager la chose, tu as le moteur avec son vilo, et à la place de l'embrayage, tu mets plongé dans de l'huile, donc un convertisseur, tu mets deux ventilos face à face dans de l'huile. Et le premier donne la force à l'autre de faire tourner un axe, et là, tu as une micro-boîte où tu n'as pas de point mort, pas de neutre. Oui, c'est vrai. Tu as une courte et une longue. Donc, tu as un ratio, je crois, le premier, c'est 0,7. Le truc, c'est juste 1,1. Et en fait, c'est le glissement d'un ventilo face à l'autre, donc de l'huile, qui fait que, en fait, tu as la souplesse de la transmission. Et ça prend en boîte. Alors, à l'arrêt, tu changes de vitesse, tu changes pas en roulant. Oui, c'est ça. Et pourquoi? Parce que c'est fragile en roulant? Parce qu'il y a un truc. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de neutre, ça n'a pas été fait pour être synchro de changer de vitesse à l'autre. Il vaut mieux le faire soit à très faible vitesse. Soit à l'arrêt. Donc tu choisis que tu pars en vitesse courte ou longue. Si tu fais de la ville, tu restes en courte tout le temps. Donc en fait, tu es en traction permanente. Donc au feu rouge, tu as toujours 2 doigts sur le frein parce qu'elle veut toujours en train de tracter. Et le mec qui te met un coup de gaz à l'arrêt pour se marrer, tu pars dans le mur, quoi. Oui, mais t'as la main dessus parce que de toute façon, t'es toujours en train de freiner, donc t'as toujours la main dessus. Oui, c'est un peu comme l'électrique. Oui, c'est ça. Mais par contre, des ZZR avec des bulles fluo, j'en ai tapé je sais pas combien au feu rouge avec ce truc-là, quoi. Parce que ça ressemble à rien. Avec moi dessus, c'est encore un peu improbable. Parce que je suis trop grand, tout ce que tu veux. Je dépasse de partout et le mec, ça accélère aussi fort que ça? C'est pas que ça, c'est que ça surprend. Ouais, d'accord. C'est qu'en fait, t'as la main sur la cuisse, t'es nonchalant, t'as les 2 pieds par terre, le mec, tu le regardes, tu lèves les pieds, t'accélères et tu pars comme. Et en fait, à l'époque où le scooter était à peine émergent, en début enfin, déjà aux USA, ça n'existait pas. Déjà les scooters, du tout. Bien sûr. Et puis quand je l'ai ramené en 96, en fait, c'est de 96 à 2005, les scooters, t'en croisais pas des tonnes. Bien sûr. Et puis les mecs à moto, pour toi, c'était une moto et c'était pas où tu devais forcément avoir la main. Oui, il voyait une espèce d'Aldomation sur une merde italienne, il se disait, je vais le griller, et non. Mais même pas, le mec, il se surprend au feu rouge quand même. J'en ai tapé, c'était rigolo. D'accord. Le mec, il me disait, mais je sais pas ce que c'est. Je dis, tant mieux. Ouais, cherche pas. Et la première, elle coûte combien sur un convert? La première, tu montes à 110, 120, la deuxième, la longue, à 160. D'accord.
Mais c'est pas le but. Le but, c'est de se balader. Par contre, le gros défaut, c'est quand tu te balades, en fait, tu bouffes de la plaquette parce que t'as pas de frein moteur. T'as 0,5% de frein moteur. Ouais, donc là, de la plaquette, t'en bouffes. Donc, du coup, voilà, toi, t'es dans l'univers Guzzi. T'as été sensible à l'univers majoritaire aux US qui est Harley, ou est-ce qu'au final, c'est plus diversifié que ça? Notamment à San Francisco, on sait que San Francisco, c'est pas l'Amérique profonde, c'est pas l'Amérique, c'est pas représentatif d'une Tu forme peux pas numérique. l'ignorer parce qu'à l'époque, ils s'annonçaient comme plus vieux magasin Harley, ce qui en fait n'était pas le cas. Mais bref, t'avais un concession Harley très dynamique à San Francisco. T'en voyais quand même beaucoup. C'est la marque du pays où tu résides, donc ça paraît normal. Bon, nous on a les Vauxhall, on en voit peu. Hein. on appelait l'Arlésienne, nous ça. L'Arlésienne. Mais le truc, c'est qu'effectivement d'ailleurs, le patron de chez Vauxhall, le fondateur, roule en V7 Sport, pour info. D'accord. Lequel, le fondateur, du coup c'est le premier. Tu parles de qui, le premier? Celui qui a mis l'argent pour créer Vauxhall. D'accord. J'hésite sur son nom, mais pas le 96, 97. Ok. La fondation vers Clermont-Ferrand, l'histoire, c'est ça. Donc, Donc le truc, c'est que non, je suis pas très sensible à la population Harley parce que c'est pas trop mon truc, même si je respecte parce que c'est un moteur qui exprime quelque chose. À mon époque, c'est juste la transition boîte 4, boîte 5. Ouais. Donc ça reste encore un peu, voilà, il en manque quelque chose. Le freinage, c'est pas ça. T'es en plein moteur Evo. T'en vois quand même plutôt souvent en panne. Vraiment. Oui. Je me souviens d'un moment où il y avait un rassemblement Los Angeles national, mondial, j'en sais rien. J'ai jamais vu autant de motos en panne dans San Francisco, quoi. C'était vraiment hallucinant, quoi. Mais il faut dire qu'il est trafiqué tout, donc plus tu trafiques une moto, plus tu as de chances de tomber en panne, plus tu la tapes, comme on dit. Bien sûr. Plus tu as de chances que tu restes au bord de la route. Mais non, c'était pas trop ma culture, j'en ai essayé, hein, mais c'était pas trop ma culture. J'ai essayé des bouillottes, par exemple des Suzuki bouillottes, j'ai essayé ça à l'époque, mais c'était pas du tout, j'avais trouvé mon truc, quoi. C'était vraiment ça. Et puis une chose aussi sur Guzzi qui a disparu, malheureusement, c'est le freinage intégral. C'est-à-dire qu'en fait, bien avant l'ABS, c'est-à-dire que sur le mouillé, personne ne te suivait parce que tu avais un ABS naturel. C'est-à-dire qu'en fait, t'écrasais le frein arrière. Ce qui pouvait se passer à la limite de la limite, c'est que tu bloques un peu la roue arrière. Alors ça, c'était vraiment extrême. Mais en fait, t'arrivais à freiner en virage sur le sec. T'arrivais à freiner très efficacement, je dirais, sur le mouillé. En fait, t'avais l'ABS avant l'heure. Bien sûr, d'accord. Et c'est Guzzi qui a inventé ça en 75. Et tu m'as dit tout à l'heure, quand tu as une Guzzi, tu as une espèce de passeport universel. C'est-à-dire que tu es accepté dans les concentrations. Tu as fait beaucoup de concentrations, mais tu aimes bien les petites concentrations. Plutôt petites et moyennes. J'aime pas les gros routes, c'était pas mon truc. Et tu dis que tu es accepté partout, quoi. Partout. Je suis rentré dans chez les Japs, chez les Japonais, chez les Harley, chez tous les Italiens, les Anglais. Tout, ça peut être pur british, t'as une Guzzi, t'acceptes. Alors que paradoxalement, tu m'as dit, à force de te faire chambrer, t'as de la rhétorique sur toutes les autres marques de moto. Oui, parce qu'en fait, t'es obligé d'apprendre la technologie des autres marques et surtout l'histoire des marques pour essayer de te défendre un peu, de défendre la tienne quand t'es en concentre et qu'on te chambre parce que voilà, tu reçois un truc improbable, entre guillemets. Cette mauvaise foi des motards par rapport à leur marque et à la marque des autres, elle existe encore ou c'est un peu le reflet d'une époque, une forme de culture qui s'est un petit peu, je dirais, émoussée au fil des ans? J'ai l'impression que ça a un petit peu disparu. Aujourd'hui, on s'achète plutôt du lifestyle, c'est le mot à la mode, plutôt que de vraiment de se le construire. Je veux dire par là, je suis arrivé à la Guzzi par discussion avec quelqu'un qui m'a convaincu de rouler là-dessus. J'ai pas roulé là-dessus parce que toute l'immense histoire de Guzzi, je l'ai appris après. Toutes les inventions qu'ils ont faites et ce qu'ils ont pu apporter à la moto, je l'ai appris après. Toute la malheureuse histoire après 70 où justement ils auraient dû percer, ils n'ont pas percé, tu l'apprends après et tu roules sur un truc improbable et en fait tu te dis mais c'est génial, comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus? Et là tu essaies de dispenser un peu, t'évangélises comme on dit aux autres ce que tu vis, mais après tu comprends pourquoi lui il roule là-dessus. Enfin t'essaies d'être ouvert quand même, c'est pas la chose, mais c'est vrai que le 4 en ligne ça n'a jamais été mon histoire. Alors deux choses rigolotes, tu m'as dit entre 92 et 2017 t'as dû rouler sur 5 motos japonaises. Je crois que le compte c'est à peu près ça. Et ça il y avait Hayabusa parce que je me suis pas mourir idiot, j'ai vu une photo de David Douillet assis dessus, je me suis dit que mon gabarit ça allait être à ma taille, donc j'ai essayé. Si j'achetais ça, je serais plus là pour en parler parce que vu comment je conduis. Je préfère connaître par cœur 80 chevaux
que de me faire dominer par 200 bourrins. Ouais. C'est sans assistance. Sans assistance, les pneus de l'époque, le freinage de l'époque, etc. Ouais. Donc, gloire à tous ceux qui en ont acheté une, d'Hayabusa, et d'ailleurs j'en ai mis qu'en a une, 99, c'est avec le compteur à 350 et tout ça. Là. Mais non, c'était pas mon... Il y a quelques motoclés comme ça que j'ai essayé sur 20-25 ans, mais j'avais déjà pas mal essayé avant. Ouais. C'était pas mon truc. D'accord. On va revenir sur un mot que tu as employé il y a 3 minutes, c'est le mot évangélisation. Et en fait, ton expérience américaine t'a fait connaître Internet, les forums, etc., un petit peu avant qu'on les pratique et qu'on les maîtrise en France. Forcément, ça venait de là-bas. Et très rapidement, tu conçois une espèce de... D'abord, c'est la forme d'une mailing list. Ensuite, ça devient un peu un forum. Et tu commences à compiler, à diffuser et à partager toutes les astuces, toute la technologie sur comment entretenir, faire rouler, faire durer des Moto Guzzi. En fait, ça a commencé aux US parce que je ramenais des infos pour mes copains guzistes, et même en italien en général aux US, parce que là-bas, il n'y avait pas Internet à l'époque, et à trouver l'information, c'était plutôt compliqué, c'était du on-dit, c'était machin m'a dit ça, etc., mais c'était pas probant, vraiment. Ouais. Et puis, des fois, tu es obligé de donner les choix du mec en disant, tu sais, il y a ça et ça, ça doit te choisir ta solution technique, ou je sais pas quoi, comment tu veux préparer ta moto et tout ça. Et donc, en fait, je ramène déjà pas mal d'informations, je me fais envoyer physiquement des fiches techniques, etc., depuis l'Europe. Et puis, quand je rentre en 96 vivre en France, effectivement, j'ai vu ce que c'était Internet aux USA. Je vais aux 75 ans de Guzzi, je crois que c'était ça. Je rentre à Lyon, je vais sur un cybercafé, et en fait, je me tape 1 heure à l'époque acheté par heure, surfer sur Internet. Je vais sur Webcrawler, qui est un moteur qui existait toujours. Je tape Moto Guzzi et 72 réponses à l'époque. Et la première ligne, je clique et je vois ma photo devant l'usine. Sérieux ? Sur le site web de Cristiano Sambuco. C'était à l'époque où c'était une seule immense page et qui n'est pas un vrai site web. Et là, je me dis, il faut que j'ai Internet. Donc, j'achète un ordinateur, j'achète un petit modem, etc. chez moi, je me mets à Internet. Ça coûte une fortune à l'époque, non ? Ça coûte un bras d'être connecté, entre guillemets, beaucoup. Et puis c'est super lent, surtout. Et donc, je découvre donc l'Internet, j'avais déjà une bonne notion avec les US. Avec San Francisco, c'est comme la Silicon Valley. Beaucoup de choses viennent de là-bas. Donc, en termes informatiques et tout ça. Donc, je m'achète donc l'ordinateur, j'achète le modem, et là, je découvre qu'est-ce que c'est une mailing list, donc une liste de diffusion pour parler français. Et je cherche, et je trouve rien sur Moto Guzzi, je trouve Ducati, donc c'est nos cousins. Donc je me inscris sur Ducati, on doit être 20 ou 30 abonnés à l'époque. Enfin, c'était vraiment c'est le début, c'est la préhistoire. Le début du motard sur Internet en France. Il y avait fr.rec.moto qui existait, qui était créé par Ludovic, et on en a parlé tout à l'heure. Et donc, ça, c'était plus embêtant, puis je pense qu'il fallait avoir un travail et être connecté avec Internet tout le temps. Il fallait vraiment être informaticien pour appréhender cette technologie-là. C'était un peu... Enfin, ça piquait un peu les yeux à s'en servir tout le temps. Je parle 94, 96, ces années-là. Et donc, bref, je crée une mailing list Guzzi. Suite à la mailing list Ducati, je crée une mailing list Guzzi. En même temps que ça, avec des copains, on se motive pour créer un club Guzzi en France. Parce que le club existant, ou tout ce qui existait, nous plaisait pas. Donc, on se dit, on va créer un club pour... Laisse-moi deviner, c'était un peu des vieux en qualif, et vous étiez plutôt des jeunes en Le Mans, c'est ça ? Non, c'était quoi le truc ? Non, les clubs... il y avait un seul club Guzzi, vraiment gros à l'époque en France, qui était... je ne veux pas dire normal parce que c'est les Guzzistes, mais qui avait une manière de fonctionner dans les concentres qui n'était pas la nôtre, nous, qui tombe en panne, et qui arrive je sais pas, qui tombe, ou qui se prend une drache énorme, qui attend sous un pont pendant 2 heures, enfin, peu importe la raison, ou qui part trop tard de chez lui, qui arrive à 11h du soir, on lui sert l'apéro quand même, parce qu'il a envie de boire une bière ou je sais pas quoi, c'est pas du genre à la cuisine elle est fermée, etc. Donc on essaie d'avoir un service toute la nuit, au concentre, que ce soit boire un coup, manger chaud. On essaie d'avoir ce côté fraternel et chaleureux de tous ces... de ce qui est l'essence même de la moto, en tout cas en France. Donc donc on crée ce club. C'était un peu le club de ceux qui n'aiment pas les clubs, parce que comme le club existait déjà, l'autre, voilà. Et ensuite, on a... moi, je crée la mailing list en même temps. Et puis, au lieu d'être 60 la première année, ce qu'on va se dire, on va être 80 à tout casser, on est 120 la première année, deuxième année 240, troisième année plus de 300, donc on devient le plus gros club français Guzzi. Et quand vous allez à Mondello, parce que tu commences à aller très régulièrement à Mondello, vous êtes reconnu comme étant le plus gros club français de Moto Guzzi. Oui, parce qu'en fait, parce qu'en fait, on est clairement déjà on roule beaucoup, non pas que les autres roulent pas, mais on roule beaucoup et on est très présent là-bas. Pour nous, c'est la Mecque.
c'est vraiment la moto est née là-bas pour nous, tu vois. Même si c'est quand même en 1921, mais voilà, depuis c'est magnifique, c'est vraiment un endroit super beau, enfin, tu manges bien, enfin, c'est comme l'Italie, c'est pas... Oui, puis c'est le lac de Côme, c'est pas, il y a pire comme environnement, Varenna, Bellagio, tous ces coins-là, Como, mais c'est plus grand. Et donc, et puis t'as vraiment une notion t'as pas que Moto Guzzi au bord du lac, t'as des bateaux, t'as des histoires de bateaux, t'as le plus grand centre d'hydravion d'Europe, aujourd'hui. Enfin, t'as l'histoire à vivre, à te balader. T'avais un mini TT jusqu'à avant-guerre, qui partait de l'Eco et c'était vraiment le TT version italien. Que c'est le tour du lac, en fait. Non. La pointe qui part entre l'Eco et Bellagio, t'as une pointe comme ça, en fait, c'était sur cette pointe-là. D'accord. T'as une stèle, d'ailleurs, aujourd'hui, qui, voilà, forcément, Guzzi a pratiquement tout raflé. À cette époque-là, c'était en face de chez eux, donc voilà. Et donc, donc, on va beaucoup là-bas et on devient populaire. Enfin, on devient populaire, on rencontre du monde. Et en fait, à force de croiser du monde et tout ça, j'achète une Guzzi au concessionnaire de Mandello, neuve, ma seule Guzzi neuve pour l'instant que j'ai achetée. C'est laquelle, ça? Un 1000 Kota. D'accord. C'est un truc improbable. Pour aller au boulot, il me fallait un peu une moto de prof, parce que le 1000 Le Mans, c'était bien, mais il avait un peu vécu. Donc j'achète un 1000 Kota, parce que c'est une moto pour aller bosser, et pour aller bosser aussi au sein de mon boulot. J'allais vraiment à tous les rendez-vous, etc., à moto tout le temps. Ça, c'était sur Lyon. Et ensuite... ensuite, le club grossit et en fait, moi, je compile tout ce que j'ai pu rassembler comme document technique. On scanne des tas de choses. Alors, je me fais aider parce qu'à un moment, moi, j'y passe des nuits et des soirs et des mois, enfin voilà. Et en fait, on met ça à dispo du club, puis ensuite, on met ça online. Et donc ça, c'est pas moi qui fais le site web, c'est quelqu'un d'autre. Et en fait, donc ça s'appelle Guzitech avec un K.org. Et en fait, on met ça online et on se rend compte quelques mois après qu'il y a un Américain qui a pris un aspirateur à site web, qui a pris tous les fichiers, qui a gravé des DVD, qui vend ça sur eBay. Ça, sympa. Donc, on se dit, zut, nous, c'est côté... en fait, la genèse de pourquoi j'ai compilé tous ces documents au début, après j'ai été aidé, je participe encore un tout petit peu, mais voilà, en tout cas, on a à peu près tout ce qui existe en Guzzi de tous les temps, qui a été mis couché au moins sur papier, microfiche, etc. La genèse, c'était quoi? C'était qu'en fait, je voulais vraiment partager comme moi je l'ai vécu aux US avec mes copains, de se dire comment je règle ça, c'est quoi les vraies valeurs, etc. Je voulais partager avec le monde entier. Oui, c'est une encyclopédie gratuite, populaire. C'est une encyclopédie technique, gratuite, corrigée, des tableaux techniques, des machins, etc. Et je voulais offrir à tout le monde, que ce soit au fin fond du Zimbabwe, la Corrèze ou l'Argentine, le mec qui a une Guzzi, comment je peux la réparer, quels sont les numéros de pièces. Donc t'as tout ce qui est manuel d'atelier, manuel utilisateur, part list, enfin t'as tout, les schémas techniques en couleur, donc ça c'est un Américain qui nous les faisait, qui a tout remis les fils en couleur alors que c'est tout du noir et blanc dans le bouquin, quoi, enfin c'est une somme de travail énorme. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Il a fallu qu'on retire tous les fichiers, qu'on rescanne tout en mettant je sais plus comment on appelle ça en français, enfin en arrière-plan Guzitech.org pour montrer et marquer que c'est gratuit partout. Donc il y a plus de, on n'allait pas se faire scalper comme on dit en anglais par quelqu'un, un spécialiste de qu'est-ce que je peux vendre sur eBay que j'ai pas payé, tu vois. Bien sûr. Et donc en fait on a mis ça online et aujourd'hui on voit, tu vas sur le site, il y a un tableau fréquentation et ça vient de partout, quoi. Y compris du Japon, de tout le monde entier. Alors c'est très français, c'est très allemand, c'est très italien, enfin ça il y a des Guzzi, mais le monde entier se sert de ce site pour télécharger. Alors tu viens de parler du Japon, il y a le bouquin sur Moto Guzzi en japonais. Le seul qui existe, vraiment du japonais, enfin voilà, si on zoome dedans. Et il se trouve qu'il y a une photo la seule photo d'un occidental, dedans c'est toi. Dans ce bouquin en japonais, ça montre l'importance, en toute modestie, que tu as dans cette communauté d'églises. Raconte un petit peu ce qui t'a valu cette photo. En fait, ça montre surtout, pour moi, c'est pas une histoire de frimer, c'est la fraternité de la moto qui est pour moi universelle. Je suis à Mandello, je crois, en 2002, donc on doit être aux 76 ans, ou peu importe. Nous, on y allait, on y allait pour y aller, et puis voilà. Sans raison particulière. Et en fait, normalement, tous les 2 ans, au mois de septembre, ils font un Raduno. Et sauf que comme ça tombe les années impaires, enfin bref, en gros, t'en as 7 sur 10. Sur 10 ans, t'en as toujours 5 ou 7. Et donc, on est là-bas. Et en fait, le lundi matin, je vais jeter ma tente, parce qu'elle n'en peut plus, avec toutes les concentres que je fais. Je vais jeter ma tente. J'ai repéré qu'il y avait une poubelle devant l'usine. Je vais jeter ma tente devant l'usine, symboliquement, puis après, je rentrais chez moi. Et en fait, là, je tombe sur une Calif 2, Red 9 rutilant, vraiment sortie de caisse. Alors, ça avait déjà 20 ans, une Calif 2, mais vraiment, dans cet état-là, c'était...
étonnant. Et je fais le tour de la moto, je vois que c'est une plaque Japon. Ouais. Là, je me dis, donc comme je parle japonais, non. Et même sous la contrainte, j'y arriverai pas. Et ensuite, donc je branche le type, puis comme tout japonais très réservé, je le sens vraiment, bonjour, ça va, ouais, ça va, tu viens du Japon, oui, t'as amené ta moto, oui, je suis arrivé à je sais plus quel port, Gênes, je crois, par bateau, etc., spécialement pour venir à Mandello, machin, parce qu'il est fan de ça, enfin ça lui coûtait un bras. Oui, c'est un voyage d'une vie, un peu. Hein, ouais. Voilà, d'une vie de motard, mais il est quand même jeune, le type, hein, je sais pas, il a entre 25 et 30 balais. D'accord. Et donc là, je sens qu'il y a vraiment une glace entre les deux. Ouais. Et là, pour briser la glace, je lui dis, tu sais, on a un copain en commun. Alors, il me regarde. Et je lui dis, on a Philippe Brodel, qui vit au Japon depuis toujours, depuis 22 ans, on va dire, et qui roule Guzzi au Japon. Ouais. Et qui est donc le français, ou peut-être même l'occidental tout court, qui vit au Guzzi, Guzzi au Japon. Et donc, forcément, il le connaissait. Ouais. Et là, ça a vraiment brisé la glace, et là, il est devenu très gentil, très machin, enfin, donc on a pris des photos, etc., il était tout content, et puis j'oublie, et Philippe vient en France avec sa femme et son fils il y a quelques années, m'offre ce livre, qui est dédicacé, qui est donc en fait ce japonais-là, qui a écrit ce livre-là, qui a fait des photos de psychopathes... Pour François, voilà. Qui a fait à la fois l'histoire de Guzzi et comment... il s'est bien fiché sur la mise en page, la maquette et tout. Des photos magnifiques. Et en fait, il a racheté le seul bouclard du Japon qui entretient les Guzzi là-bas. Et donc, en fait, il a écrit un bouquin en japonais, comment entretenir sa Guzzi, etc. Et en fait, dans le bouquin, il met ma photo, parce que pour lui, j'ai pris la photo de sa vie, qui était sa moto, devant la porte rouge de l'usine, avec son calife 2. Il me remercie d'avoir pris cette photo. Voilà, c'est comme ça que j'ai fini dans le bouquin. Je ne savais pas, j'ai appris ça quand même... 10-12 ans après. D'accord. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que moi qui n'ai pas du tout une culture de moto japonaise, me retrouver dans un bouquin japonais, c'est un peu... Pour moi, c'est surtout que ça représente l'universalité de la moto, la fraternité, et qu'en fait, des fois, tu rends service à des gens, t'en sais rien, et que ça résonne beaucoup plus fort que prévu, et voilà. Alors, tu t'es fait des amitiés solides dans l'univers de la Guzzi et de collection, et c'est notamment en partie à toi qu'on doit, au Salon de Lyon 2022, cette exposition sur le centenaire de Moto Guzzi, avec un an d'écart. En fait, comme et la présence de 2 V8 qui étaient sur ce salon de Lyon, c'est quand même pareil. Il y a un apéro dans la chaîne YouTube de Motomag là-dessus. T'avais pas que des V8, t'avais le 500 bicylindres, t'avais plein de choses. Et en fait, les collectionneurs, les 2 gros collectionneurs, enfin surtout un des 2, mais bref, c'est 2 amis, entre eux et avec moi. Et en fait, Jack, depuis 2018 ou 2019, l'organisateur du salon de Lyon, Jack Monchanin, je lui tirais par la manche, et je lui dis, Jack, il y a bientôt les 100 ans de Guzzi, Donc en été 2020, je crois, je l'ai amené à Mandello. Ouais. On est parti avec son assistante à Mandello. J'ai visité la collection d'un ami qui a 180 motos, enfin c'est son père qui a initié, parce que... 180 Guzzi ou 180 Guzzi de 21 à 65. D'accord. Pour lui, la Guzzi, c'est pendant que Carlo était vivant. Quand Carlo a disparu, pour lui, c'est plus... Les V7 Sport, c'est déjà plus des Guzzi, quoi. Il en a 2, mais c'est vraiment la fin de la fin, l'histoire de... C'est par hasard, quoi. D'accord. Donc, la V7 Sport, qui pour moi est un beaucoup plus fort emblème dans la moto que la 750 Four, par exemple. Oui. Parce que la 750 Four est un emblème de comment faire un produit pas cher, qui a un look, c'est subjectif, mais sympathique à acheter. Faut se remettre dans le contexte. En 71, un 750 Four, ça valait 9600 francs. Un V7 Sport, ça valait 16 ou 17 000 francs. Et tous les écarts avec les européennes, c'était ça. C'était vraiment énorme. Aujourd'hui, on n'a plus tant d'écarts que ça. Il reste un peu, mais quand même. Il reste un peu, mais en pourcentage, on n'est plus dans ces ratios-là. Et en fait, quand on symbolise la 750 Four avec le premier disque, non, c'est pas mal. Le premier disque, c'est Mendes Agusta en 66. Mais attention, commande à câble. Peu importe. Ils ont mis un disque sur une moto. C'est les premiers. Quand t'es premier, t'es premier. Il n'y a pas d'exception de machin. Premier disque hydraulique, allez, sur la Honda. Voilà. Oui, enfin, ça freinait encore moins que des cams, qu'un double cam. Donc, un bon double cam que ça. Mais bon, peu importe, bien réglé. Donc, le Salon de Lyon, bah oui, j'ai pris Jack par la manche. Il savait que c'était 100 ans de Guzzi, que c'était une marque. Je lui ai amené la collection. Je lui ai expliqué un peu. J'ai rajouté à sa grande culture de la moto quelle était l'importance de Guzzi dans l'histoire. Là, il était scotché. Et ensuite, pour la petite histoire rigolote qui symbolise aussi l'esprit qu'on trouve beaucoup chez Guzzi, en tout cas de ma génération, c'est que le lendemain, on déjeune ensemble. Et puis,
beau restaurant à l'italienne, les nappes en coton, les machins, tout ça. Les poissons du lac, forcément. T'es au bord du lac de Côme. Et puis Jack, au milieu du repas, nous dit, je voudrais... il parle pas italien, et moi je fais l'interprète, et il dit, mais combien ils veulent? Donc là, je souris, je regarde Antonio, je lui dis, alors combien tu veux? Il me dit rien, tu connais François, c'est bon. Et Jack a dit, j'ai jamais vu un collectionneur ramener autant de valeur en millions et millions d'euros. Juste gratuitement, à la confiance. Parce qu'on va préciser un truc, c'est qu'une Guzzi 500 V8, c'est inestimable, puisque, en fait, il y en a eu 6, plus une réplique. Il n'y en a pas eu, il reste une à l'usine, un moteur. Mes copains, eux deux, ils en ont 3. Il en reste une à Rimini, qui est une collection privée. Plus une copie chez Samy Miller. Il y a plusieurs copies qui se baladent, donc une chez Samy Miller, qui malheureusement, le vilebrequin est mal calé, donc c'est pas vraiment... Voilà. Sauf que ça n'est jamais passé dans une vente aux enchères, et on ne sait pas combien ça vaudrait, en fait. Ça vaudrait cher, mais on ne sait pas. On n'a aucune idée de la... Enfin, ça a forcément une valeur. Il y a toujours quelqu'un qui mettra plus, mais aujourd'hui, ça vaut sans doute plusieurs millions d'euros. Et pour 1 heure d'utilisation, c'est 10 ans de maintenance. Ah, quand même. D'accord. Oui, c'est sûr que c'est précis. C'est précis et c'est pointu. En fait, j'ai la chance d'un des 2 amis de la collection. Son père est un des 2 ingénieurs du V8. Oui, d'accord, oui. Donc, les infos sont là. Et ça prenait plus de 80 Monza. Fallait oser. En 50, avec des freins à tambour et des pneus en caoutchouc. En bois. Des pneus en bois, fallait oser. Passons un petit peu au-delà de la Moto Guzzi. T'as eu, alors là, on va passer très rapidement, t'as eu une super Ténéré de fonction au Gabon, mais voilà, t'as quand même roulé sur autre chose. Et puis un jour, pour d'autres raisons, tu dis, tiens, le tourisme à moto, peut-être avec l'âge, etc., ou l'avancée dans la carrière de motard, tu passes à la fois, pas forcément au même moment, mais tu découvres à la fois le sidecar sur base Moto Guzzi, et tu découvres aussi quand même la Harley Electra Glide. Hein. En fait, je m'achète une première Harley, où je me trompe, c'est une super Harley, la Road King, mais voilà, c'est moi qui me suis trompé, les valises, tout ça, sur la bagagerie, tout ça, machin, ça n'allait pas. Donc je fais 6000 bornes, 3 mois, hop, je la vends, et j'entends par relation guziste qu'un copain vend son sidecar. Donc je lui achète son sidecar. Donc c'est une base 1000 fin des années 70 avec un look de V7 Sport et un sidecar français de G-Well une place et demie. Et là je découvre le plaisir du sidecar. Pourquoi? Parce qu'on est en 2011 et en fait on commence, ça fait une petite dizaine d'années, 2003-2004 les radars. Pas loin, fin 2000. On commence à vraiment plus pouvoir rouler comme on roulait avant, je dirais. Et en fait le sidecar à 80 km/h, ça roule tout sauf tout droit. Et en fait t'es toujours en train de piloter, si tu t'arrêtes un peu fort, mais tu vis toujours en train de conduire, t'es toujours, juste que pour rouler droit. En accélérant, il faut contrebraquer. En décélérant, c'est que tu comprends dans l'autre sens. Enfin, si quelqu'un aurait dû inventer le sidecar en 2023, je crois que Bruxelles n'aurait jamais homologué ça. On est d'accord. Et surtout, ces sidecars de cette époque-là, c'est pas aussi facile que les modernes avec toutes les fourches actuelles. Et c'est pas facile. C'est très joueur. C'est très rigolo. Et t'es pas obligé de rouler à 180 pour te faire plaisir, c'est vraiment rigolo. Les enfants adorent ça pour aller à l'école. Puis tu dégages. Je sais pas. Ça, et moi, ça me sert à faire des hivernales. Alors, je faisais déjà des hivernales à moto, mais les raisons autour des pneus, etc. Enfin, le truc classique. Et là, en fait, tu pars un peu plus serein, avec un peu plus de choses. Avec les pneus hiver. Avec des pneus hiver montés sur la moto, et puis roule, quoi, tout simplement. D'accord. Et après, tu découvres la grosse Harley. Et quelques années plus tard, pour voyager à deux. Avec l'agrément, en fait, j'achète l'Electra parce que c'est un moteur vivant, parce que ça tient mieux la route qu'avant, parce qu'en 2013, ils ont sorti la Rochemort, où tu as quand même 70% de soudure en moins sur le cadre, donc tout d'un coup, ils ont découvert qu'est-ce que c'était un peu la rigidité. Et donc là, je me suis dit, oui, effectivement, ça convient à ce que... Moi, j'entends ce que c'est une moto. Et puis en plus, c'est à mon gabarit. Voilà, donc je roule, j'achète une Electra qui me sert uniquement à voyager. Mais que ça. Et j'achète pas, même si j'ai un grand respect pour la marque, j'achète pas ça pour la marque. J'achète ça pour l'agrément de conduite, pour me dire de rouler moins vite, de rouler à deux, avec le confort et voilà. Et la fiabilité. Il n'y avait pas de 1400 qualifs à l'époque, non? Ça t'a pas... Trop grand. Trop grand? Moi, trop grand. Ah, c'est vrai. Moi, genou dans les cylindres. D'accord. Alors qu'à Le Mans, j'arrive à esquiver le calife. Je suis beaucoup c'est vrai que les cylindres étaient quand même assez... Le 1400 calife, j'ai essayé, bien sûr. Il est sorti en 2011 de tête. Oui, je crois. Et je l'ai essayé tout de suite d'ailleurs. Et le super moteur, moi j'ai trouvé un super moteur. Je trouve que le châssis n'était pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'une Guzzi.
à mon avis. Oui, c'était quand même... De toute façon, tu avais un bras de levier gigantesque, voilà. tout ça. Mais ça reste une bonne moto. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir qu'entre le V7 767, donc le premier moteur en V civil que Guzzi a fait, issu d'un appel d'offres pour la police italienne, en fait, ce bloc moteur, je caricature, mais c'est le même sur la 1400. Ils ont quand même réussi à doubler la cylindrée sur un même bloc moteur aux mêmes proportions. D'accord. Ce qui montre quand même la solidité de la chose. Et que c'était bien surdimensionné à l'époque aussi. Oui, tout à fait. Donc en fait, on se retrouve avec un 1400 qualif qui, pour moi, malheureusement, physiquement, va pas bien. Donc je fais le tour de qu'est-ce qu'il y a à ma taille et sur quoi je peux rouler. Et en toute objectivité, j'essaie aussi une Gold, parce que je me dis, faut pas mourir idiot, mais voilà, un flat, pour moi, c'est pas fait. Quand t'as les grandes jambes, tu peux pas étendre tes jambes, tu peux pas étendre tes jambes tout court. Donc pour moi, un flat, pour cruiser, c'est un non-sens, quoi. Pour les gens de mon gabarit. Donc les R18, on va pas te la conseiller non plus. Même si je respecte le fait que BM ait vraiment sorti récemment un tout nouveau moteur d'une feuille blanche qui est gloire à eux, sincèrement. Euro 5, j'ai pas essayé, mais c'est vrai que c'est la transcontinentale, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Il y a plusieurs versions de base, la grosse bagger, machin énorme. Je ne me vois pas rouler là-dessus pour des raisons ergonomiques. D'accord. Et puis là, un changement d'univers, en fait, à un moment, par relation, tu te retrouves à postuler chez Zero Motorcycle. En fait, j'entends par quelqu'un du métier... marque importante de la moto électrique. Qui me dit, tiens, t'es bilingue, t'as une sacrée culture moto, tu sais défendre ce que t'aimes, etc. Est-ce que ça te dirait de travailler pour Zero Motorcycle? Ils cherchent quelqu'un pour la France. Bon, j'étais disponible à ce moment-là, fait de vie, on va dire, je suis disponible à ce moment-là, je dis pourquoi pas, je suis allé pitcher, j'étais le 5e et le seul à pas être du tout d'avoir au moins un bout d'expérience pro dans la moto. Puis voilà, ça fait 7 ans que je suis chez Zero. D'accord, et tu as découvert l'univers des motos électriques qui est un peu, on peut le dire, à l'opposé de ce que tu as découvert avec Moto Guzzi il y a 3 ou 4 décennies. 3. Qu'est-ce qui te plaît dans la moto électrique? Chez Guzzi, je suis toujours intéressé à la technologie parce que quand tu veux rouler longtemps, beaucoup longtemps, loin, tu es obligé de l'entretenir. Donc tu t'intéresses à soupape, guide de soupape, machin, segment, tout ça, l'entretien, c'est facile d'accès, etc. Et en fait, en s'intéressant à la technologie des motos, de la mécanique, moi j'ai pas de formation d'ingénieur là-dedans, mais en fait, la moto électrique, c'est une moto déjà, c'est une vraie moto premièrement, c'est un vrai châssis de roue, etc., des vrais freins, tout ça. Et en fait, tu te rends compte que c'est encore plus bourré de technologie qu'une moto standard. D'accord. Donc ceux qui disent c'est des aspirateurs avec 2 roues, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup. T'entends ça, t'as dû entendre encore plus que moi tous ces trucs sur les motos électriques. Alors, beaucoup moins depuis quelques années, parce que le fait d'avoir des véhicules électriques, ça étonne beaucoup moins les gens de voir des motos électriques aujourd'hui. Ce qu'on peut appeler le motard pur et dur, mais je le qualifie pas comme ça. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Je comprends moi, pendant des années, j'ai trouvé mon truc, c'était Moto Guzzi. J'achetais plus de presse, j'achetais plus rien. J'avais trouvé mon univers, j'avais trouvé ma monture. Voilà, j'allais dans un salon, j'allais voir un stand. Alors après, je traînais un peu, mais je voulais voir les Guzzi. J'allais je suis jamais allé à Bologne voir Ducati. Je suis allé à Bologne, mais je suis pas allé voir Ducati. J'avais vraiment trouvé mon truc. Et dans la moto électrique, en fait, ce qui est vraiment top, c'est que tu découvres un autre plaisir, ça reste de la moto et tu découvres un autre plaisir. Alors effectivement, j'ai tout entendu, grille-pain, sèche-cheveux, machin, etc., moto nucléaire, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est une moto où il manque plein de composants parce qu'en fait, t'as plus de vibration, t'as plus de chaleur, t'as plus d'odeur quand tu roules sur des vieilles motos aussi. Ce qui peut être pour certains un agrément, pour d'autres une pollution, mais peu importe. Ça, c'est subjectif. Mais le truc, c'est que tu as, je pense notamment aux 2 temps, au niveau odeur. Mais moi, j'adore l'odeur des 2 temps. Oui, non, mais c'est subjectif. Oui, c'est clair, j'adore ça. Mais le truc, c'est que à roadster égal, en fait, tu te retrouves avec une moto qui a 10 fois moins de pièces. Je ne vais pas citer de marque, mais un roadster thermique actuel, c'est 4000 morceaux, rondelles, boulons, machin, etc. Une Zero, parce que je bosse pour Zero, c'est 400 morceaux. D'accord. Donc déjà, ça paraît beaucoup plus simple à concevoir, beaucoup plus simple à réparer, mais c'est pas si facile que ça, parce qu'en fait, bon, déjà, t'as pas de réglage à faire, parce qu'une fois qu'elle fonctionne, t'as les mises à jour, ce qui n'est pas très courant, je dirais, sur du thermique, même si c'est grosses aujourd'hui, tu fais des mises à jour. En fait, t'as un ordinateur sur 2 roues, t'as un côté un peu geek à utiliser ça, mais c'est surtout que moi j'ai passé ma vie sur des bicylindres, d'une marque et même maintenant de 2, on va dire. Quand tu cherches le couple et la reprise, là t'es servi. Tu passes d'une moto qui a du couple à avoir un immense lance-pierre dans le dos et de jouer avec, quoi. Et c'est juste ultra fun, quoi. Et je suis pas un pilote.
beaucoup de kilomètres à moto, mais voilà, je cherche pas à prouver quoi que ce soit, c'est juste un autre plaisir. C'est une sorte c'est une sorte d'évidence. D'accord. De complément, d'évidence, je sais pas comment dire ça. Et tu dis, on retrouve un plaisir un peu à l'ancienne, c'est-à-dire choisir un itinéraire un peu plus ça, c'est dans l'utilisation typée voyage. Typé voyage, on ne parle pas du quotidien. Le quotidien, en fait, tu peux démarrer très fort sans envie de la chaussée ni rien. Donc, en fait, en ville, tu peux vraiment rouler comme tu as envie de rouler, comme on roulait avant, je dirais. Mais tu avais hyper parce que tu fais pas de bruit. Ne pas faire de bruit en ville, en fait, est-ce que c'est dangereux d'être prudent ? Donc moi, je suis un peu plus prudent en ville parce que je sais qu'on m'entend pas. Je rappelle juste que quand tu vas à l'auto ou la moto-école, on t'apprend pas à écouter, on t'apprend à regarder. Donc en fait, c'est un défaut de se fier à son oreille pour conduire quoi que ce soit. Il faut regarder. Je suis pas donneur de leçons, mais c'est juste... Non, mais c'est de construire un peu des arguments par rapport à la moto électrique. Ou une voiture, c'est pareil. On t'entend pas arriver, tu essaies juste d'être plus prudent que les piétons, etc. Et ensuite, tu as vraiment un agrément de voyage, parce qu'en fait, déjà, l'autoroute, on va dire que c'est interdit. Alors, au quotidien, oui, tu peux aller bosser avec l'autostar. Mais déjà, même moi, en thermique, j'avais pas d'agrément particulier. Enfin, voilà, sinon, j'aurais acheté une Gold ou je sais pas quoi. Mais alors, oui, avec l'électra, j'en fais un peu parce que des fois, c'est pratique, mais puis il y a des moments où il y a des routes sans intérêt où tu les connais par cœur, peu importe. Mais dans l'anecdotique, là, le truc, c'est que l'électrique, tu veux te tirer au plus court. Et donc, tu vas chercher tes stations de recharge. Tu arrives dans des villages, il y en a plein. Maintenant, mais plein. En plus, il y a quelques années, c'était en panne, tout ça. Maintenant, c'est fini. Elles fonctionnent vraiment toutes, ou à 95%. Ça, t'en sais quelque chose. Et en fait, la chose, c'est que tu découvres des endroits et des lieux que tu n'aurais jamais passé par là. Je t'ai expliqué que j'ai fait le palais du facteur Cheval. Je sais qu'il existe, il n'est pas très loin de Lyon, mais j'ai jamais eu l'idée d'aller visiter ce truc-là. Et je me suis arrêté 1 heure, le temps de recharger, on était 2, avec 2 zéros, et le temps que tu recharges, tu vis le palais Cheval, et t'as fait du culturel, et t'as pris ton temps. Et il y a une chose aussi que tu découvres à rouler toute la journée électrique, c'est que t'es beaucoup moins fatigué le soir. C'est que les vibrations et le bruit, en fait, ça te fatigue. C'est tout bête, mais c'est peut-être un plaisir. J'ai passé l'âge de m'en mettre plein les dents, je dirais. Donc tu vraiment, t'as le plaisir de rouler, de programmer ton voyage, comme dans les années 30, où en fait les types crevaient tous les jours, et en fait ils te réparaient tous les jours. J'ai rencontré d'ailleurs j'ai jamais eu de trace de lui, quelqu'un qui a fait à la fin des années 70 ou début 80, sponsorisé par Motobécane, à mobilette. Il a fait San Francisco, Ushuaia, Cape Town, Paris. D'accord, en France, mobilette, en 50, en mob. D'accord. Et j'ai échangé avec lui quelques années plus tard. Il est revenu à San Francisco, sur les traces de son passé, je dirais. Et j'ai échangé avec lui, et un Français, donc. Et je lui dis, mais c'était quoi tes plus grosses galères ? Il me dit, les plus grosses galères, c'était d'attendre les pneus et les chambres à air, parce que je crevais tous les jours. Et à force de réparer, tu peux plus réparer. Puis à force de plus avoir de pneus de chambre à air, tu vas dans une grande ville, t'appelles Tobec, Motobécane, et tu te fais envoyer par avion machin, donc tu restes 3 semaines tanké quelque part. Et en fait, ça, c'était une forme d'aventure d'époque, tu prenais ton temps. Et l'électrique, c'est pareil, il faut prendre son temps, tu découvres des lieux, tu découvres la Gorge des 30 pas, des choses comme ça, et tu peux te faire quand tu as là, effectivement, il y a un côté coût derrière ça, mais quand tu as la chance de pouvoir avoir où tu le loues, on va commencer à louer des zéros bientôt, la chose, c'est que tu peux te faire facilement 4 à 600 km dans la journée. Ah ouais, quand même. Oui, parce qu'en fait, tu arrives à faire 200 bornes, tu t'arrêtes 1 heure, tu refais 200 bornes, tu t'arrêtes 1 heure. Donc il suffit que tu t'arrêtes, on va dire 3 fois dans la journée, tu as déjà fait tes 600 bornes. D'accord. Par contre, tu pars à 8h du matin et tu à 8h du soir. Mais et maintenant, avec toutes les applications, etc., tu arrives à définir sur ton trajet là où tu veux t'arrêter, qu'un resto à côté, un bar, etc. Et puis même si tu t'arrêtes 3/4 d'heure, un coup de réseaux sociaux, t'appelles quelqu'un, machin. Enfin, tu prends ton temps, et surtout, comme tu tires au plus juste, tu découvres des endroits où en fait, ton itinéraire conseillé par Google Maps ou je sais pas quoi, t'aurais jamais amené. D'accord. Parce qu'il aurait pensé thermique. Tous ces algorithmes derrière ça sont thermiques. Sont thermiques. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as vraiment un agrément. Et puis c'est juste rouler sans aucune vibration et sans aucune chaleur. T'entends les pneus. Oui, t'entends même les plaquettes de frein. T'entends tout ça, mais au-delà de ça, c'est que t'as l'impression de vivre les pneus. C'est qu'en fait, toi, tu fais du circuit, j'en ai jamais fait pour faire court, mais et en fait, tu as cette sensation que les pneus te parlent.
parce que t'as aucune... Alors moi, j'ai passé ma vie sur des motos où je voulais que ça vibre, où je voulais que ça vive, je voulais que ça s'exprime, je voulais pas un truc lymphatique, je voulais pas un truc monotone, je voulais pas quelque chose qui... Tu vois, oui, quand tu vas à Mondello, que t'as les La Franconie dans le tunnel du Mont-Blanc, c'est parce quelque chose dans les oreilles. Ça, et puis t'as les oreilles, et puis t'as même tout simplement ta moto elle vit, enfin tu vois, tu te dis tiens, j'ai une petite vibration là, comment... etc. Enfin voilà, tu t'es de... Tiens, j'ai monté les gicleurs sur les... Excellent, pas dans une autre vidéo, les PHM40, etc., ou PHF, mais t'essayes vraiment toujours d'optimiser le truc, de rigoler, etc. Mais c'est vrai que puis j'en parlais tout à l'heure, un Le Mans, c'est 24 litres, ça mange, 5 litres 5, 7 litres 7, si tu t'énerves un peu. Tu fais 400 bornes sans poser le pied, c'est top, quoi. Et ben là, l'électrique, non. Tu poses le pied à 200 bornes, tu recharges, t'es l'attrait du village, tu arrives dans un café, tu te branches, si tu veux un peu pour recharger, même une heure, tu charges 20%, et en fait, tu découvres de la relation humaine et tout ça, de la fraternité, et t'as même des gens qui font pas de moto. Tu engages à la discussion, et c'est vraiment, c'est à vivre. D'accord. Est-ce que tu sais si Moto Guzzi va faire des motos électriques, toi qui se permettrais de conjuguer tes deux passions? Je pense que dans la voiture, on arrive à prendre un nombre de grandes marques et à faire la transition d'une technologie à l'autre parce que ça reste un côté utilitaire, un côté familial, un côté... J'ai pas le choix, j'achète une bagnole, j'achète celle-là parce qu'elle est jolie, j'aime bien les bleus, les vertes, les roses, les machins, etc. Dans la moto, on a comme un côté passion et un côté très, très identitaire dans chaque marque. Et je pense que, modestement, que ça va être très compliqué de prendre le virage pour chaque marque qui a une forte identité, et je parle pas que de Guzzi, je parle de tous ceux qui ont une très forte identité, de prendre le virage de l'électrique, ça va être... Est-ce que c'est pour ça qu'Harley a créé un blason LiveWire pour leurs produits électriques? Est-ce que sous le blason Harley, ça marchait pas forcément 2022, ils ont immatriculé un peu moins de 600 motos dans le monde entier, zéro en France l'an dernier, c'est un peu moins de 400, juste la France. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, on vend beaucoup plus de motos et gloire à eux, parce que quand ils ont sorti ça sous le nom Harley, la plus grande marque en termes de résonance chez les gens, en termes de passion, c'est vraiment la marque bien sûr. Qui parle à tout le monde, sauf à fond du Gabon, dont tu parlais tout à l'heure. En fait, c'était gloire à eux, parce que ça nous a donné raison à notre technologie sur deux roues, de se dire, effectivement, il y a une légitimité à faire des motos électriques, qu'on aime pas, peu importe. Les premiers cavaliers, les premiers cow-boys, quand ils auraient vu arriver les premiers Harley à JS, Ariel ou ce que tu veux, ils se sont dit ça pue, ça va pas vite, tu le siffles, il vient pas comme ça. C'est cher. Tu vois, il t'apporte pas d'affection, rien. Voilà. Donc je suis pas certain que tous les cow-boys aient fait la transition moto. Et comme je suis pratiquement certain que tous ceux qui font de la moto électrique ne feront pas la transition électrique, parce que je comprends tout à fait qu'on puisse d'être convaincu de ce qu'on aime aujourd'hui et de pas envie de se lancer dans autre chose. J'espère avoir l'esprit assez ouvert pour pouvoir m'être lancé dans autre chose, de me dire, je vais prendre mon temps. Il y a deux expressions, il y a j'ai pas le temps et j'ai pas pris mon temps. Dans les grandes villes, on dit j'ai pas le temps, et à la campagne, on dit j'ai pas pris le temps. Donc je préfère le j'ai pas pris le temps, et en fait, j'essaie de prendre mon temps à voyager, de faire de la moto comme on peut le faire, et surtout découvrir des gens, des rencontres, etc. Je te disais tout à l'heure, tu prends une grosse routière, tu fais Nice-Brest, tu vas dire que tu as croisé la même moto que toi à la station Total de Montélimar et que ça t'a fait plaisir, et tu fais ça avec mais ne serait-ce qu'une 125 thermique, tu as vachement plus de choses à raconter. Ah bah oui, tu as vécu plus de choses. Et ben fais ça avec une électrique, tu verras, une petite pointe avec une 125 thermique aujourd'hui, ça étonne plus personne vient de parler, etc. Voilà. Sauf si tu as un souci et qu'on vient t'aider et tout ça, il y a toujours un côté fraternel, un mot que j'utilise beaucoup, mais c'est vrai. Et l'électrique, tu attires de la sympathie. Tu attires de l'interrogation et de la sympathie. Tu attires les deux en même temps. Ce qui n'est plus du tout le cas en voiture. Tu avais une Zoé il y a 10 ans. Tu pouvais encore à peu près, quand les gens identifiaient que c'était une voiture électrique, attirer de la conversation. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. À moins que tu aies une très haute gamme, encore, très très premium, mais voilà. Je sais même pas. Donc, c'est pas pour faire la promo de mon boulot, mais essayer. Enfin, tu sais ce que c'est, t'en as déjà essayé. Il y a les pour, il y a les contre, mais juste pour la culture, si vous êtes un petit peu ouvert d'esprit, essayez juste pour la culture. Comme si vous avez essayé un mono, t'essayez un beat, t'essayez un tri, un 4, un 6, machin, essaye ce que c'est. 15 € électrique. Un vrai 2 roues premium électrique qui est fait comme une moto, avec toutes les assistances possibles, etc. Et là, tu verras que quand t'as plus de couple qu'une Rocket 3... il se passe quand même des choses.
c'est en mode sport, et c'est rigolo. Ouais. Au long de toute ta carrière de motard, animé par la passion de la moto, ton fantasme moto réalisé, qu'est-ce que tu as fait j'ai réalisé. Ouais, qu'est-ce que j'ai déjà réalisé. Ce que tu as fait, c'est quoi? C'est les pèlerinages à Mandello, c'est quoi? C'est le fait d'avoir réussi à être le proche de grands collectionneurs de Guzzi, c'est quoi? Non, modestement, je dirais, c'est d'avoir pu, pour certaines personnes, leur expliquer, leur transmettre qu'est-ce que c'est une Guzzi. Ouais. Et que j'ai amené certaines personnes à en acheter. Non pas à les forcer, mais je ne force pas les gens, mais de leur dire, tu sais, si la moto pour toi c'est ça, ça et ça, ouais. Et c'est cette marque, ouais. Ah merci, tu vois, parce que c'est toujours anecdotique. Moi j'ai commencé Guzzi il y a 30 et quelques années, ils s'en immatriculaient 280 en France, quoi, tu vois. C'était même pas l'épaisseur du trait. Ouais, quoi. Bien sûr. Aujourd'hui, gloire à eux, ils sont à plus de 1800. Ouais. Et tu t'envoies un peu plus, le V85, belle moto. Oui, ça les a boostés aussi. Hein, ouais. Oui, mais il y a déjà eu un rebond au niveau du V11 il y a une vingtaine d'années où ils avaient flirté les 900 ou les 1000. Ouais. Mais pareil, par rapport au reste, par rapport à la masse, c'est que dalle. Mais si tu veux, c'est une marque qui a une histoire énorme entre 21 et 58 en compétition. Vraiment, ils ont tout fait, tout gagné. Moteur 1, 2, 3, 4 cylindres. 8 etc. Enfin, vraiment de tous les sens, même 4 en ligne comme ça. Enfin, ils ont tout essayé, c'est vraiment fabuleux. Et alors que pour le civil, ils ont sorti que du mono ou du bi, quoi. Ouais. Non, il y a les 4 cylindres, non, il y a eu sous l'époque d'Automazo, il n'y a pas eu les... Ça, c'est Benelli marqué Guzzi. Ouais, Benelli marqué Guzzi. Mais il y a eu quand même des Guzzi 350. Ça s'est vendu avec l'étiquette Guzzi, mais c'est pas du racisme, mais ça n'a strictement rien. Je sais. Ni l'engineering de Mandello, ni le cœur de Mandello, ni l'assemblage à Mandello, c'est vraiment Benelli qui s'est dit j'ai 2 réseaux de distribution et qui a rebrandé ce que certaines marques autrichiennes en ce moment font avec 2 fois la même moto, etc. Confort, voilà. Outre ça, aussi. Mais non, c'était voilà, dans les choses accomplies, c'est de pouvoir avoir fait découvrir pour quelques personnes d'avoir amené cette marque à faire découvrir ça. Et le fantasme moto pas encore accompli? Pour rouler sur le V8. Mais ça va venir, c'est ça? Oui. C'est prévu? Non, on m'a promis. Je suis déjà assis dessus, c'est déjà pas mal. Ouais. Et plusieurs fois. Et j'ai même une soupape de V8 dans ma cuisine. Ah bien? Elle te sert à quoi? À touiller la salade ou elle te sert à... Elle me sert juste à aider avec sous-cloche en déco. Il n'y a que moi qui sais ce que c'est. Il y a que toi qui sais que c'est une soupape de V8. Il n'y a même pas marqué ce que c'est dessus. Dis-le à ta femme de ménage qu'elle ne foute pas la poubelle. J'ai vu rien de truc qui prenait la poussière là, c'était pourri. Non, j'en ai pas. Mais là, heureusement, mais là... Ouais. Non, les gens viennent chez moi, ils savent pas ce que c'est, pas marqué dessus. Ouais. Mais là, non, il faut absolument que je roule une fois dans ma vie sur un V8 Guzzi. Bon, tu diras, je pense qu'on verra peut-être, sauf si tu veux être dans l'émotion et l'intimisme, mais on ira peut-être regarder et filmer ça, quoi, entendre le bruit d'une V8 qui roule. C'est quelque chose qui est pas fréquent. C'est d'ailleurs le pilote de mes copains était en fait un soir, je suis avec eux très simplement, très humblement, on est en train de dîner chez l'un d'entre eux. Et il y a un vieux Italien qui fume clope sur clope au bout de la table et je discute avec lui. Il est venu avec un scooter Honda tout grave. Et je lui dis, et toi tu fais quoi? Et en fait, moi j'ai roulé de Guzzi, j'étais coureur sur le Guzzi. Ah bon? Quelles années? Fin 60, début 70, ah bon? Ouais, puis j'étais metteur au point de la V7 Sport. Ouais, ok. T'as croisé un demi, pour ma culture, t'as croisé un milieu. La V7 Sport, si tu remets dans le contexte, c'est quand même une des rares motos qui tenaient vraiment la route dans ces années-là, avec le début des Imola et compagnie chez Ducati, 71. C'était des motos fabuleuses, quoi. Et même aujourd'hui, tu remets dans le contexte, ça tient la route vraiment. Vraiment. Ouais. François, dernière question, François Bestel, pourquoi tu fais de la moto? Pourquoi je fais de la moto? Parce que j'aime pas être enfermé, parce que le côté de sentir l'élément qui nous entoure. J'adore rouler l'hiver, c'est tout bête, mais j'adore. Tu me dis j'aime bien avoir froid. J'aime bien rouler quand il fait froid parce qu'en fait on croise que des autres à moto qu'on vit la même chose. Ouais. Donc tout le monde se dit bonjour, contrairement à l'été où plein de gens ne disent plus bonjour, malheureusement. Mais non, c'est vraiment oui, je fais de la moto parce que je sais pas, ça s'explique pas, c'est venu naturellement avec de la mobilette à la moto. Ouais. Et c'est vraiment un plaisir que j'ai au fond de moi j'espère pouvoir rouler encore très très longtemps, même le sidecar quand je pourrais plus tenir une moto trop lourde, mais c'est vraiment un truc, être avec les éléments, c'est vraiment sympa.
et ça procure un plaisir et dans une communauté, même si c'est un truc super égoïste, parce que généralement tu roules t'es un peu tout seul sur ta moto. Ah, mais c'est le paradoxe, être à la fois en groupe et seul. Mais c'est ça qui est formidable dans la moto, c'est justement d'avoir un truc d'égoïste et de le partager. Et de le partager avec des milliers et des millions de gens. On finira sur cette phrase, c'est un truc d'égoïste que l'on partage. Merci François de nous avoir fait ces confidences. C'est encore un parcours étonnant d'un passionné de la moto qui bosse dans l'électrique et qui aime les vieux tromblons italiens. Vise à Axel Mellerin, il comprendra ce que je veux dire. Merci François pour ces confidences. On se retrouve bientôt. Autres émissions, autres podcasts, autres débriefs d'essais, de MotoGP, des offs, des conneries, des apéros, plein de choses sur la chaîne YouTube de Motomag. D'ici là, on est prudent. Bisous sur le casque. À très bientôt. Merci encore François. Salut.